Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire des activités sans livre pour les adolescentes et adolescents peu intéressés par la lecture. Je m'appelle Charline Amand, je suis agente de liaison et de développement en médiation de la lecture à Réseau Réussite Montréal et je serai votre animatrice aujourd'hui. Déjà, merci beaucoup de vous être connectés avec nous ce matin. Vous avez été près de 140 à vous inscrire. On voit que le sujet d'aujourd'hui répond à des préoccupations que vous avez dans vos milieux. Et pour revenir un petit peu plus au thème du webinaire d'aujourd'hui, on parle de plaisir de lire, on parle d'adolescentes et adolescents. Le plaisir de lire, c'est vraiment le goût autodéterminé des jeunes vers la lecture. Donc, on parle de lire ce qu'on veut, sans évaluation, sur tout type de support, mais dans toutes les langues, donc sa langue maternelle, et aussi, par exemple, de se faire lire des histoires. Et d'une part, le plaisir de lire a un lien très fort avec la réussite éducative. La recherche a démontré que lire environ 3 heures par semaine pour le plaisir va permettre d'augmenter la motivation, le sentiment de compétence, le rendement scolaire en langue et en mathématiques chez les jeunes. Donc, ça a quand même un effet boule de neige sur tout un tas d'apprentissages. Et d'autre part, avec une étude sur les pratiques de lecture chez les élèves du secondaire qui date de 2005, on sait que les pratiques de lecture écrite tendent à diminuer à l'adolescence, et ce, peu importe le niveau socio-économique ou le niveau de compétence en lecture du jeune. Donc, c'est pour ça qu'on avait cette préoccupation. Et avec les adolescentes et adolescents, on sait qu'une pratique reconnue qui marche très bien, c'est de partir de leur centre d'intérêt et aussi des pratiques de lecture que les jeunes ont déjà. Et les pratiques de lecture, ça peut être très varié. Donc, c'est pas forcément uniquement le livre papier, c'est ce qu'on va pouvoir explorer ensemble aujourd'hui. Et aussi mentionner que le webinaire s'inscrit dans la campagne Ago on lit. Si vous la connaissez pas, c'est une campagne qui vise à favoriser le plaisir de lire chez les 12-20 ans, qui a commencé le 14 octobre et qui va durer jusqu'au 30 novembre. Vous avez un site internet qui a pour but d'aider les ados justement à se trouver des idées de lecture selon leur centre d'intérêt, et aussi une section mentor qui va servir à outiller tous les adultes significatifs qui vont travailler autour des jeunes pour les aider à se trouver des idées de lecture. Donc, avant de commencer le webinaire, quelques petits détails techniques. On a une période de questions qui va être prévue à la fin. Mais si au long du webinaire, vous avez des questions qui vous popent, vous pouvez utiliser le module questions et réponses. Donc, vous pouvez inscrire la question là-dedans et on va y répondre pendant la période de questions. Et également, vous mentionnez qu'à la fin du webinaire, va vous être envoyé un dossier documentaire. Donc, vous allez recevoir un courriel avec toutes les présentations que vous aviez vues aujourd'hui, mais aussi le lien de rediffusion et plusieurs ressources pour aller plus loin. Voici pour les détails techniques. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous proposer un petit échauffement. Si vous connaissez Agon Lit, vous allez savoir de quoi je parle. Mais le site d'Agon Lit, c'est ça, propose entre autres un quiz pour les ados qui leur permet de déterminer un profil de lecteur ou de lectrice qui regroupe plusieurs centres d'intérêt et types de lecture. Et là, on va pas faire le quiz avec vous, mais on vous demande de cocher votre type, le type qui vous correspond le plus d'après vous, juste pour vous connaître un petit peu mieux. Et je ne sais pas si ça se voit très bien à la caméra parce que la pastille est très petite, mais je porte sur moi ma pastille, mon type de lectrice. Moi, je suis échevelée. Ok, donc très intéressant. Donc on voit que dans notre auditoire, on a une grande majorité de beaux romanticos et de mains moites. Parfait, ça nous permet de vous connaître un petit peu mieux. Merci beaucoup de votre participation. Et si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller faire le quiz sur le site d'Agoroli. Le lien est dans le clavardage et on va aussi vous envoyer le lien dans le dossier documentaire. Vous pourrez le faire tranquillement plus tard. Donc, parfait, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. On va bientôt laisser la parole à nos expertes et notre expert. Je vais inviter nos conférencières et notre conférencier à ouvrir leur caméra quand je vais les nommer. Nous allons avoir Nathalie Lassalle, qui est professeure titulaire en littératie médiatique au département des didactiques de langue de l'UQAM, responsable de l'équipe de recherche en littératie médiatique multimodale,
responsable de Labyrinthe, le laboratoire d'éducation aux œuvres numériques, et aussi rédactrice en chef de la revue Multimodalité. Merci Nathalie. Donc, nous avons aussi Prune Lieutier. Bonjour Prune, qui est directrice générale de la puce à l'oreille. Et ensuite, venue en tandem de Reclaim Literacy, nous avons Joy Falks, qui est directrice générale de Reclaim Literacy, accompagnée de Eric Craven, qui est Manager of Program on Community Outreach. Donc, merci beaucoup. On va pouvoir commencer par la première présentation, qui est celle de Nathalie Lascelles, et qui va nous parler de la littératie multimodale en culture médiatique. Donc, Nathalie, je vous cède la parole maintenant. Alors, merci beaucoup, Charline, pour cette présentation. Merci tout le monde d'être à l'écoute ce matin. Je vais vous partager mon écran. Comme ça, vous allez pouvoir suivre la présentation. J'ai mis beaucoup de texte parce que je sais que je vais pouvoir partager par la suite. Donc, toutes les définitions et les concepts et les ressources que je voulais vous partager se retrouvent donc sur ma présentation que je vous partage à l'instant et que je vais mettre en mode diaporama. Donc voilà, alors j'ai choisi de vous parler de littératie multimodale en culture numérique, donc pour vraiment faire le lien avec la culture des jeunes, mais aussi avec des modalités de lecture qui sont tout aussi applicables là, au livre papier, c'est-à-dire que la lecture multimodale ou la production multimodale peut aussi être dans l'analogique, mais là, je vais en parler davantage en culture numérique pour aborder des nouvelles formes de lecture, des nouvelles compétences et sur quoi on peut miser pour soit s'intéresser à ce qui existe déjà dans la culture des jeunes ou soit pouvoir leur introduire une culture là, qui est très prolifique et qui amène finalement des nouvelles formes de lecture. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Vous allez voir que c'est plutôt théorique puisque c'est le mandat qu'on m'avait donné. Mais en même temps, toutes les illustrations que vous allez retrouver dans les images sont des productions d'élèves. Donc, je me suis rendu compte que finalement, quand on parle de plaisir de lire en dehors du livre, donc dans la culture de l'écran, on est quand même aussi beaucoup du côté de la production dans les recherches qu'on a menées dans les dernières années, du moins dans l'équipe que je dirige. Donc, vous allez voir les productions d'élèves qui sont issues de leur lecture. Donc, les élèves lisaient, les jeunes lisaient des œuvres numériques et produisaient aussi des œuvres numériques que vous allez voir au fur et à mesure là, à travers le diaporama que je vous ai présenté. Donc, de nombreux résultats de recherche démontrent que la recherche, je vais juste déplacer le recours au numérique et à la multimodalité favorise chez les jeunes les pratiques de littératie plus variées, sont plus fréquentes et sont davantage créatives. Alors, il y a un ensemble de recherches qui ont pu en faire la démonstration. Et donc, plusieurs recherches ont aussi étudié les effets provoqués par certaines caractéristiques de texte numérique qui sont, par exemple, l'interactivité. Donc, le corps est impliqué dans la lecture, la présence de ressources multimodales, visuelles, sonores, et cinétiques et d'éléments qui peuvent être des textes qui peuvent être hypertextualisés. Donc, ces effets sur la compréhension, la mémorisation, les apprentissages langagiers, l'appréciation de l'expérience de lecture et on voit apparaître finalement des critères d'appréciation des œuvres qui sont interactives et multimodales qui reposent sur cette expérience qui est renouvelée justement par ces formes de textualité. Vous avez une belle présentation là, en dessous, ci-dessous, là, une bande-annonce qui a été réalisée à partir d'une bande dessinée dans un projet à la Cité des Jeunes de Vaudreuil. Toutes ces présentations de production sont sur le site Labyrinthe, lab-irinthe. Donc, vous pouvez déjà les cliquer si vous voulez rentrer la ressource et naviguer. Là, vous allez voir les œuvres que je vous présente en même temps.
Donc, c'est quoi la culture numérique? Hein? Donc, ça représente globalement l'ensemble des pratiques et des productions artistiques, littéraires et médiatiques qui se servent de dispositifs et de plateformes de création et de diffusion qui sont rendus disponibles par des développements informatiques récents. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau développement informatique, on découvre des nouvelles formes d'œuvres, des nouvelles expériences. Pensons notamment à la réalité étendue là, qui renouvelle sans cesse l'expérience des œuvres, notamment dans le développement de l'infrastructure technologique Internet. Et il y a aussi évidemment tous les jeux vidéo là, qui exploitent aussi là, les différentes technologies. Donc ici, vous avez à gauche un projet qui a été réalisé à l'école Dunton, où les jeunes ont tout au long de l'année produit des œuvres artistiques analogiques qui ont été assemblé dans un cabinet de curiosité numérique avec Geniali, donc qui a été présenté aussi dans une exposition. Donc, les supports numériques se font mobiles, créent une culture portable sur soi, hein, avec le téléphone notamment, mais aussi des tablettes, des supports qui nous permettent de lire, mais aussi de prendre des images en mouvement et de pouvoir, avec des logiciels, produire de la réalité augmentée, par exemple. Et de manière très personnalisée. Ainsi, les champs d'études de la littératie ont dû revoir les processus, les compétences qui sont impliquées en lecture, puisque tous ces outils viennent déterminer d'autres manières de structurer notre compréhension, là, notre rapport aux œuvres. Et en culture numérique aussi, je vous ai amené une définition là, qui renouvelle la définition du texte. Donc, les jeunes, lorsqu'ils lisent en culture numérique, lisent des signes, des modes, des langages qui visent à permettre à mettre en forme un contenu organisé d'éléments signifiants pour une communauté, fixé sur un support et mis en situation d'être lu, manipulé, compris, interprété par le public. Ainsi, un texte peut prendre la forme d'un récit, d'un écrit multimodal, illustré, sonorisé. On va voir tantôt avec les exemples de la puce à l'oreille. Donc, sonorisé, hypertextualisé, interactif, d'un film, d'une performance. On peut aussi parler d'art littéraire, d'art de scène, de photographie, de site web. Donc, on a plein de ressources produites déjà sur le site Labyrinthe dont je vous parlais. Il y a un site maintenant, un répertoire qui s'appelle Collin, Écriture numérique, l'ONF Éducation, Prêt numérique des ANQ. On a beaucoup de ressources au Québec actuellement parce qu'il y a beaucoup de fonds de recherche et de fonds qui ont permis là, de développer ces ressources pour accéder à des œuvres numériques qui peuvent être consultées à partir de divers dispositifs de lecture, donc qui demandent finalement à ce qu'on reconstruise notre environnement. Vous voyez comment on s'approche d'une conception très extensive du texte et de la lecture, ce qui permet d'inclure des pratiques de lecture que les jeunes ont déjà et qui souvent ne sont pas incluses là, dans notre conception de ce que peut être la lecture. Donc, qu'est-ce que ça vise, la littératie multimodale en culture numérique? Bien, la capacité à mobiliser les compétences multimodales, donc l'interaction, représentation, comment on se représente une œuvre numérique, la manipulation appropriée aux situations et adaptée aux ressources à l'occasion de la réception ou de la production de tout type de message. C'est la définition sur laquelle on travaille depuis plusieurs années et qui nous a amené à donc mieux comprendre la manière dont ces compétences multimodales s'imposent en fonction des interactions et des combinaisons des modes sémiotiques. Là, ici, vous avez un beau projet qui a été monté aussi dans une école où, à partir d'une web-série, les élèves ont produit des affiches et ont fait de la réalité augmentée sur les affiches. Et puis, ça a été aussi présenté dans une salle d'exposition à BANQ. Donc, il faut aussi penser en termes de différents médias et d'espaces de consultation de ces expositions-là. Donc, en recherche maintenant, dans le domaine de la littératie médiatique multimodale, on travaille depuis une quinzaine d'années donc sur un modèle de compétences qui permet vraiment, avec différentes disciplines, de comprendre qu'est-ce qui est en jeu en culture numérique et qu'est-ce qui fait que les jeunes peuvent être intéressés par ces nouvelles formes de lecture sur différents supports.
Et donc, vous avez un ensemble de recherches, vous pourrez les consulter. Ce sont les plus récentes et celles qui ont été aussi, qui ont mené à des rapports là, au ministère de la Culture ou de l'Éducation, que je vous ai mis ici, les différents livres qu'on a publiés, la revue et le dernier colloque qu'on a justement organisé au printemps dernier sur l'éclatement des formes, l'éclatement de l'enseignement aussi des œuvres sous l'impact du numérique. Ce sont quoi ces compétences finalement sur lesquelles on essaie de miser? Vous allez les retrouver aussi sur Labyrinthe pour comprendre finalement que lorsque les jeunes sont en situation de lecture ou de production de vidéos, de jeux, de textes hypertextualisés, interactifs, ils sont en train de mobiliser des compétences qui sont complexes et qui font appel à leur pensée, à leur imaginaire. Donc, j'ai mis ici les plus importantes. Je vous en lis seulement une, mais par exemple, sémiotechnique, donc savoir décoder, utiliser, combiner les spécificités de chaque mode sémiotique en fonction des dispositifs, des logiciels et des supports technologiques. Donc, ces compétences sont mobilisées lorsque on est en situation de lecture d'œuvres numériques. Il faut aussi inclure la littératie informationnelle en culture numérique, qui est une lecture où c'est le lecteur qui doit textualiser le, le contenu, puisque ce sont des fragments de contenu qui sont pris au fur et à mesure de la lecture, par exemple sur Internet, lors d'une recherche d'information. Donc, il y a aussi tout un champ de recherche qui est vraiment important et qu'il faut valoriser là, en termes de lecture auprès des adolescents. Je vous montre des productions dans un projet international là, que j'ai mené, mais ça, ce sont des productions québécoises. Juste rapidement, parce que j'ai très peu de temps, mais vous pouvez voir que les jeunes ont produit des articles de blog où ils ont travaillé leurs compétences de design, d'interface, en harmonisant, en schématisant, en utilisant la multimodalité pour s'exprimer aussi. Donc, et quand on les a passés en entretien, ils ont expliqué comment ils s'inspirent eux-mêmes des médias pour produire ce genre de texte. Et en plus, sur des sujets sensibles et de santé et de bien-être, là, ce sont les sujets qu'on a le plus retrouvés. Donc, rapidement, je vais conclure là-dessus. Je vais vous amener sur Labyrinthe. Donc, vous pourrez aller visiter notre laboratoire qui est tout nouveau quand même. Ça fait à peu près 1 an. Vous pouvez aller aussi sur les réseaux sociaux. Donc, on a un Facebook pour Labyrinthe et pour l'équipe LMM. Donc, vous pouvez vous inscrire. Comme ça, vous savez, on essaie de publier à chaque semaine là, des contenus nouveaux. Et ça vous permet de découvrir des œuvres, des genres. Là, vous voyez une table des matières de différents genres, l'instagrature, les fanfictions, l'hypertexte, le wiki, le blog, la poésie numérique. Donc, vous avez à chaque fois des exemples d'œuvres et les concepts sont définis aussi à l'intérieur du site. Donc, vous pouvez y retrouver les compétences, vous pouvez vous informer sur la réalité virtuelle, la culture numérique, la réalité augmentée. C'est très accessible. Vous pouvez autant le faire si vous êtes l'utiliser si vous êtes enseignant, bibliothécaire, conseiller pédagogique. Aussi, vous voulez travailler avec les élèves, certains de ces concepts-là. Vous pouvez aussi, là, à des niveaux peut-être plus fin secondaire, travailler sur ces concepts. Les œuvres sont décrites avec tout un vocabulaire qui permet de rattacher les concepts aux œuvres. Donc, c'est quoi l'interactivité? C'est quoi manipuler une œuvre de géopoésie ou de déambulation dans la ville ou de réalité augmentée virtuelle? Et vous avez, à travers des œuvres d'artistes québécois, aussi des œuvres d'élèves qu'on a documentées. Donc, Le Monde Downstairs, par exemple, c'est une œuvre d'élèves. Et les projets rattachés, donc sous la section pratique, vous pouvez voir des vrais projets qu'on peut réaliser en classe, en bibliothèque, dans des espaces parfois dédiés à la réalité augmentée ou virtuelle. Et les différents outils, comment on peut écrire avec Midjourney, avec OpenBrush, avec Twine. Donc, on vous explique comment utiliser, mais de manière simple, ces logiciels et les différents projets avec nos partenaires Télé-Québec, Radio-Canada, la Fondation pour l'alphabétisation, avec qui on a fait des projets. Voilà, et je conclus maintenant. Alors, ce sont un peu sous forme de recommandations pour... Je
ce qu'on recommande, c'est que la littératie multimodale soit davantage reconnue et valorisée à l'école parce elle correspond aux capacités sur lesquelles il faut miser pour former les jeunes à la lecture, à l'écriture et à la communication orale de contenu textualisé, édité et diffusé sur différents supports. Donc, on est vraiment du côté des supports. Et les jeunes devraient pouvoir être exposés à une variété de textes écrits aussi. On est en culture de l'écrit toujours aussi, donc des textes écrits sur papier, mais aussi des textes multimodaux hybrides, souvent dans une même collection liée à une thématique ou à une œuvre, sur différentes formes, supports et discours en fonction des intérêts, de leur curiosité, de leurs préoccupations, de leur imaginaire, avec des approches qui sont sociales, éthiques, culturelles et critiques, des textes qui devraient être privilégiés pour aborder ces textes et susciter leur intérêt, puisqu'on est aujourd'hui en train de vouloir parler de plaisir de lire, construire des modèles de lecture qui sont fondés sur des richesses sémiotiques, donc des expériences renouvelées et qui suscitent des habitudes de lecture qui sont vraiment fondées sur la curiosité, l'imaginaire, le développement de la pensée et du plaisir. Donc voilà pour ma présentation. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Nathalie, pour votre présentation. C'était vraiment très riche. Ça nous a permis d'avoir un beau panorama des notions abordées. Donc, je rappelle au passage pour notre auditoire que la présentation va être envoyée avec le dossier documentaire. Donc, toutes les ressources que Nathalie a pu nous présenter, vous allez pouvoir les regarder plus tard. Donc, merci beaucoup, Est-ce que, Nathalie. Charline, est-ce que je peux répondre à la question qui dit que voulez-vous dire par mode? C'est vraiment une excellente question parce que c'est vrai qu'avec l'habitude d'utiliser ce mot-là, on oublie de l'expliquer. Mais quand on parle de mode, c'est vraiment tous les signes qui sont associés, par exemple, aux documents visuels, à tout ce qui est image, iconographie ou son. Donc, le son est un mode, l'image est un mode, le texte écrit est un mode, l'interaction est un mode. Donc, ce sont des modes sémiotiques, donc qui font du sens, qui nous permettent de construire du sens. Donc, merci pour la question. Et merci beaucoup, Nathalie, pour la précision. Donc maintenant, je vais céder la parole à Prune Lieutier qui va pouvoir présenter des initiatives de l'organisme La Puce à l'oreille. Merci Charline. Et merci Nathalie, c'est toujours passionnant. Moi aussi, je vais partager mon écran pour que vous puissiez suivre. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Je vais le mettre en mode lecture peut-être. Est-ce que tout est beau? Ça marche? Oui, on voit bien. Et moi, je vais vous parler d'une initiative qui s'appelle La Puce à l'oreille, qu'on a développée avec une petite gang de créateurs, créatrices, donc à la fois des réalisateurs, réalisatrices, mais aussi des auteurs, des autrices, et évidemment des pédagogues. On collabore depuis le début avec l'équipe de Nathalie et plus largement le groupe Labyrinthe. Donc, on est très heureux d'avoir ce soutien-là. La Puce à l'oreille a été créée en 2018 et c'est un organisme qui se consacre à la production et à la médiation de balados pour enfants et adolescents. Donc, rapidement, les axes de travail qui sont les nôtres sont d'abord évidemment la production. Donc, on produit avec des partenaires le plus souvent, qui peuvent être des musées, des éditeurs, des compagnies de théâtre, des organismes scientifiques, culturels, pour développer des contenus qui vont être dédiés aux jeunes et aux adolescents. Je vous avoue qu'on fait un peu moins d'adolescents parce qu'on est terrifié par les adolescents. Hein. Rapidement, on peut tomber dans quelque chose de très mal reçu par les ados, donc on se consacre beaucoup plus aux 8-12, mais on fait aussi de plus en plus d'ados. Quand on fait de l'ado, on le fait beaucoup avec eux. Je vais y revenir dans les pratiques de médiation. Donc aujourd'hui, sur le site de La Puce à l'oreille, vous avez quasiment 300 contenus de disponibles sur leur site, sur le site de La Puce, mais également sur le site des partenaires. Vous pouvez trouver dans notre catalogue différentes thématiques, différentes tranches d'âge, différentes durées, donc, et tout ça est gratuit, donc vraiment n'hésitez pas à aller explorer tout ça. Tout ça est également pour la plupart des contenus associés à des fiches pédagogiques qui ont été développés avec le concours et grâce au soutien de l'équipe de Nathalie. Donc, on est très, très fiers de ces fiches-là. Elles sont elles aussi gratuites et téléchargeables sur notre site directement. C'est le premier volet de travail. Je vais y revenir sur un projet en particulier lié à la lecture. Le second, c'est la médiation. Donc, on va dans les écoles, notamment les écoles secondaires et les écoles qui ont des publics en francisation pour développer avec les jeunes des formats de balado. Là aussi, je vais y revenir. Troisième axe de travail, c'est la francophonie. On travaille essentiellement en français, c'est notre langue première. Évidemment, on travaille énormément au Québec, à Montréal, là où on est basé, mais de plus en plus à Québec
et ailleurs au Québec. On a développé une équipe d'ailleurs à Québec. Et plus largement, on travaille en francophonie puisque on travaille beaucoup avec des partenaires en Louisiane, au Maroc, en France, en Belgique et dans la francophonie canadienne. Donc ça, c'est des choses qu'on a débuté il y a à peu près 1 an et qui ont vocation à se développer pas mal dans les prochaines années. Ensuite, le quatrième axe, c'est un axe d'expérimentation, je vais y revenir, où on travaille beaucoup autour de l'audio interactif. Et enfin, un dernier axe qui est un axe de recherche, puisqu'on collabore avec les équipes de Nathalie et avec d'autres équipes pour à la fois soutenir nos pratiques, mais également les documenter et plus largement essayer de voir comment est-ce que le balado peut avoir un impact positif sur les apprentissages et sur le plaisir de lire. Bon. Je vais d'abord parler d'un projet de production qui me semblait particulièrement dans la thématique du webinaire d'aujourd'hui. C'est un projet qui s'appelle À l'écoute, qui est en ligne depuis à peu près 1 an et qui s'enrichit régulièrement de nouveaux contenus. Ce projet-là, il est financé par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et il a été monté en partenariat avec plusieurs maisons d'édition, avec pour objectif 5 objectifs principaux. Le premier, c'était soutenir la découvrabilité en ligne de la littérature jeunesse. Alors, littérature jeunesse, on parle plutôt 3e cycle du primaire, début secondaire. Ensuite de ça, permettre aux balados d'aller au-devant des publics. Donc, on s'était rendu compte, et c'est un peu ce qui avait initié la réflexion autour du projet, c'était que les balados francophones pouvaient rapidement se perdre dans un océan de production. Et donc, pour aller au-devant de nos publics, donc les jeunes enfants et ados, il fallait aller là où ils sont, dans les librairies, les bibliothèques, les écoles, les salons du livre, etc. Et troisième objectif, offrir une entrée supplémentaire dans un univers narratif. Je vais y revenir, mais vous allez voir, c'est une manière pour nous et pour nos partenaires éditeurs d'offrir à des jeunes qui sont peut-être un peu intimidés par la lecture ou moins à l'aise avec ce médium-là, de rentrer dans un univers par un biais différent, peut-être plus accessible pour eux. Quatrième objectif, contribuer au développement de séquences pédagogiques complètes, puisque, une fois de plus, grâce au soutien de Nathalie, on offre pour chacun de ces balados des fiches pédagogiques d'appropriation de l'écoute et de compréhension. Donc, on offre aux enseignants la possibilité, là aussi, d'ajouter une corde au vaste projet pédagogique qu'est de la lecture. Et enfin, participer au développement du plaisir de lire et de se faire lire des histoires chez les jeunes publics. Donc, plus concrètement, ce projet-là, il associe 15 maisons d'édition partenaires québécoises. Alors, entre vous et moi, on s'est fait plaisir. On est allé chercher certaines des maisons d'édition qu'on préfère, même si on adore toutes les maisons d'édition du Québec et que la production jeunesse au Québec est particulièrement riche. On est allé chercher ceux avec qui qui avait le catalogue le plus, selon nous, le plus riche, dont La Pastèque, Fonfon, La Courte Échelle, 400 coups, mais aussi des maisons plus petites, comme Monsieur Ed, par exemple, et d'autres comme Scholastique, plus installées. Ça a permis la création de 50 contenus documentaires, et comme je vous le disais, c'est encore en enrichissement constant. Ces contenus, ils sont, oui, documentaires, mais ils sont en lien avec des albums de fiction. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti, par exemple, d'un album comme Simone sous les ronces, édité chez Fonfon, qui est l'histoire d'une petite fille qui, à chaque fois qu'elle va à l'école, sent des ronces se développer dans son ventre. Notre balado à nous, il porte sur l'anxiété. Donc, on est sur des documentaires, mais liés à la même thématique que l'album de fiction. Ces balados-là, ils sont bien évidemment disponibles sur toutes les plateformes de diffusion, notre site, les sites des éditeurs partenaires, mais également, et c'était important pour nous, sur les différents sites de prêt et de vente de livres québécois, comme leslibraires.ca par exemple. La stratégie derrière ça, c'était de permettre aux albums qui bénéficiaient d'un balado de développer leur découvrabilité. C'est-à-dire qu'avec les métadonnées associées au balado, ces albums-là sortaient plus rapidement dans les recherches des utilisateurs. Évidemment, en termes de promotion, on avait des signes et des affiches d'autocollants un peu partout dans les différents lieux de consultation des livres et d'achat de livres, notamment des espaces d'écoute. Et ces contenus-là ont été également prêtés par les bibliothèques publiques de Montréal sur des MP3 pour que les personnes qui n'ont pas accès à des téléphones intelligents ou même au net, tout simplement, puissent pouvoir les écouter. On est assez fiers parce que ça fait 1 an que les balados sont en ligne et on arrive aujourd'hui à 450 000 écoutes. Donc, on continue à développer ce projet-là. Là, je pars dans quelques jours en Louisiane pour en parler dans le cadre d'un festival de littérature jeunesse francophone. L'idée, c'est vraiment de faire rayonner ce projet-là, à la fois pour soutenir les efforts des éditeurs jeunesse québécois qui veulent se faire découvrir au Québec et ailleurs, mais également pour soutenir les efforts des familles et des enseignants qui veulent amener à la lecture de ces albums des enfants
entre 8, 12, voire les plus âgés, pour ceux qui sont un peu moins à l'aise avec la lecture, à lire ces albums-là et à les découvrir par une avenue un peu différente qui part de leurs intérêts. Et quand je parle de contenu documentaire, on est sur une grande variété de thématiques. Vous le verrez dans le catalogue qu'on propose sur notre site. On parle à la fois évidemment d'émotions, je parlais de l'anxiété tantôt, mais on parle également d'environnement, on parle d'histoire, on a l'histoire des Vikings par exemple. En tout cas, l'idée c'est vraiment d'aller chercher le maximum de thématiques pour convaincre, ou en tout cas intéresser le maximum de jeunes possible. Et on espère qu'à force, ils vont être amenés à lire les albums également. La deuxième chose qu'on fait beaucoup en lien avec les pratiques de lecture, c'est la médiation. Donc, on travaille en petit, en grand groupe, beaucoup en école, beaucoup en bibliothèque. Comme je disais, à Montréal, mais également de plus en plus en dehors de Montréal. Là, on est très heureux parce qu'on est en train de développer un projet d'atelier et d'équipe d'animateurs en Alberta, en Ontario, au Nunavut, en Louisiane. En tout cas, on se développe beaucoup. Dans le cadre de la médiation, on est très heureux parce que c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. Et parmi nos formules de création, on a la création de balados documentaires qui est en fait une manière de faire un effet miroir finalement à la production, à l'écoute. En gros, ce qu'on amène les enfants ou les jeunes plutôt à faire, parce qu'on parle plutôt de préadolescents, c'est de créer des balados sur le modèle de ce qu'on a fait pour à l'écoute. Donc, ils vont être amenés à faire de la recherche documentaire, puisqu'on parle de balados documentaires sur une thématique donnée, à écrire ces balados-là, à s'enregistrer, évidemment. Donc, nous, on intervient en classe pour les accompagner sur l'écriture, mais également pour les enregistrer. Donc, ça, c'est une pratique de l'oralité qui est extrêmement ludique et qui permet aux jeunes de s'auto-évaluer également, puisqu'ils peuvent se réécouter. Et la dernière étape de notre intervention en classe ou en bibliothèque, c'est vraiment l'écriture sonore. Ce qu'on appelle l'écriture sonore, c'est la réflexion des jeunes sur ce que peut créer comme sens l'ajout de sons, donc à la fois des effets sonores, mais également de la musique sur du texte. Donc souvent, ce qu'on va faire, pour donner un exemple, c'est que on va leur demander d'abord, par exemple, c'est quoi les bruits de l'école? Donc ils vont nous citer parfois les chaises qui crient, le bruit de la sonnerie, etc. Puis ensuite, on monte en niveau d'abstraction en leur demandant, par exemple, c'est quoi les bruits de l'amitié selon toi? Si on devait écrire une histoire sans texte, mais avec juste des sons sur l'amitié, ce serait quoi ces sons-là? Mais souvent, on a des réponses extrêmement étonnantes, voire très touchantes. L'une des réponses les plus mignonnes qu'on a obtenues, c'est un jeune garçon qui devait avoir 7-8 ans, qui nous a répondu que selon lui, les bruits de l'amitié, c'était le bruit de 2 manteaux d'hiver qui se frottent l'un contre l'autre. Et je vous avoue qu'on était très attendris. Mais tout ça les amène à réfléchir également à ce que disait Nathalie sur la pluralité des modes et comment est-ce qu'on crée du sens et un sens hybride avec ces différents modes-là. Et évidemment, par le biais de la création de documentaires, de la recherche informationnelle et de s'intéresser plus largement à un album fictionnel puisqu'ils doivent y associer un balado documentaire, on les amène à s'intéresser à un prisme de lecture finalement. On leur fait se rendre compte qu'un univers narratif, ça peut être une grande variété de propositions narratives. Et puis, nous, derrière, on s'occupe de monter, de réaliser tout ça selon leurs commandes, puisqu'ils font un scénario-image en fonction de leurs envies, et on leur livre le balado, et ils sont en général très fiers. Par ailleurs, ça, c'est des projets qu'on fait beaucoup en troisième cycle de primaire, début secondaire, mais on le fait également beaucoup avec des publics en contexte de francisation, notamment en immersion francophone, hors Québec, mais également en français langue seconde ou aux nouveaux arrivants. Et ça, pareil, c'est une manière pour les jeunes de rentrer dans un univers narratif ou de rentrer dans une culture littéraire. Par exemple, on travaille beaucoup avec des enseignants en francisation qui vont travailler sur les mythes et légendes du Québec. Donc, la création de balados documentaires qui va s'intéresser à cette histoire-là va leur permettre de découvrir tout un pan de littérature extrêmement riche et fascinante, et c'est une manière ludique de rentrer dans cet univers-là. Et on travaille évidemment, quand on travaille des nouveaux arrivants, avec les familles. Dernier projet, parce que je sais que mon temps est compté, c'est un projet qui est en cours de production. On a déjà 2 prototypes de faits, mais on en produit 6 nouveaux. Et c'est un projet dont on l'espère va là aussi amener les enfants, les jeunes, à réfléchir aux pratiques de lecture ou en tout cas à rentrer par une nouvelle avenue. Il s'agit d'un projet qui s'appelle OE Affiches Amplifiées. Il s'agit d'affiches illustrées, papier, qui vont être disponibles en librairie, en salon du livre, en bibliothèque, grâce à notre partenariat de création et de distribution avec la maison d'édition Québec-Amérique. Et chacune de ces affiches propose un jeu exploratoire audio dont vous êtes le héros, qui fonctionne via la reconnaissance vocale. Concrètement, ça se passe, c'est que les enfants, enfin les jeunes, ont en leur possession l'affiche, qui est vraiment une affiche qu'ils peuvent avoir plaisir à mettre sur leur mur de chambre ou dans une classe. Et sur cette affiche-là, illustrée, il y a des mots qui s'affichent, qui sont inscrits.
avec une application mobile qui est associée à ce projet-là, dans lequel il n'y a pas besoin de regarder l'écran, c'est vraiment juste de l'audio. Les enfants, en lisant à voix haute les mots qui sont inscrits sur l'affiche, vont pouvoir déclencher des quêtes audio, comme des petits livres dont vous êtes le héros, et interagir avec cette quête-là pour avancer dans l'histoire. Donc, c'est vraiment une affiche audio dont vous êtes le héros. Évidemment, l'idée est de vraiment faire quelque chose d'un peu engageant, un peu chasse au trésor. On a 2 prototypes de prêts qui ne sont pas commercialisés encore, mais qui nous ont permis de tester le processus. Le premier que vous voyez ici, c'est l'histoire d'une jeune fourmi. En fait, l'enfant incarne une fourmi journaliste qui doit couvrir l'Expo universelle des fourmis. Et puis, sa quête ultime est d'obtenir une entrevue avec la reine des fourmis. Donc, comme vous voyez, il doit passer par différentes étapes, différentes scénettes pour, au passage, découvrir les différentes espèces de fourmis, le mode de fonctionnement d'une fourmilière. Et la deuxième affiche de prête, c'est une affiche sur l'espace, sur la Station spatiale internationale, où là, l'enfant incarne une jeune astronaute qui doit remplir plein de micro-quêtes pour pouvoir ensuite sortir de la station et faire sa première mission dans l'espace. Les 6 affiches qui sont en cours de production sont avec 6 lieux culturels québécois, dont la Cinémathèque, dont l'Arrière-Scène, qui est un diffuseur de théâtre jeunesse, dont le Musée des Artisans et autres lieux. Chaque lieu va avoir sa propre affiche, toujours sur un mode de docu-fiction. Donc, on va utiliser la mécanique de la fiction pour permettre de transmettre des savoirs documentaires. 3 premières affiches vont sortir en mars 2024, 3 autres en septembre 2024. On a très, très hâte de vous les présenter et surtout, on a très, très hâte de les expérimenter dans un cadre scolaire et pour voir de quelle manière est-ce que ça peut inciter les jeunes à prendre plaisir, à lire et à se faire lire et à se faire raconter des histoires. Voilà pour moi. Je suis évidemment joignable, la présentation vous sera envoyée, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment à aller naviguer dans nos contenus. Et puis, si vous avez des envies de médiation ou d'intervention en classe, on est là pour vous. Voilà. Merci beaucoup, Prune. C'est vraiment intéressant et en plus, ça fait complètement écho justement aux notions qui ont été abordées dans la présentation de Nathalie. Donc, c'est une parfaite illustration. Merci beaucoup. Donc, aussi, je rappelle à notre auditoire que vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le module questions et réponses et on y répondra à la fin. Donc, nous allons passer maintenant à la 3e et dernière présentation donc, de Reclaim Literacy. Je vous cède la parole. Bon, on va juste partager notre écran. Where we got that? There you go. And you get your mic. Then do it. OK. Alors, c'est évidemment que nous autres, on n'a pas langue maternelle, c'est pas français. Alors, notre présentation, on avait fait en français, mais il y a des choses comme tu voyais sur le premier écran en anglais. Si jamais vous voulez une traduction, c'est facile de le faire la traduction. Alors, Reclaim, c'est le Reading Council for Literacy Advance in Montreal. En français, c'est le Conseil d'enseignement de la lecture aux analphabètes du Montréal. Nous autres, on n'utilise jamais notre mot français. C'est trop long pour mettre sur une T-shirt, donc on avait décidé, nous autres, on est connus comme Reclaim. D'habituellement, c'est Reclaim Literacy. Ça fait depuis 1980 que Reclaim a commencé. Alors, c'est en 2017 qu'on avait décidé que vraiment, il faut utiliser plus de technologie, même avec nos étudiants, mais aussi d'y aller dans la communauté pour donner des formations, comment est-ce que la technologie peut aider les gens avec la littératie. En 2017, on avait commencé d'avoir le support de RRM, de Réseau Réussite Montréal, pour faire des activités dans différents endroits dans la communauté, spécifiquement dans English Montreal School Board. Nous autres, on avait commencé à les centres d'adultes James Ling. Alors, pour notre présentation, nous autres, on avait pensé c'est plus simple pour nous autres, puis c'est peut-être intéressant pour vous autres de voir les différentes productions que les étudiants ils ont faites. Alors, on commence avec les memes. J'ai entendu hier que c'est memes. Il n'y a pas un mot qu'on peut faire une traduction. Ça, c'est des choses vraiment simples que des jeunes peuvent faire.
sur n'importe quel sujet. On avait concentré un petit peu 2 ans passés avec le stress, puis le stress que les jeunes ils ont. Puis ça, c'est une bonne façon pour que les autres puissent s'exprimer. Bon, alors, on avait fait un résumé des clips vidéo parce que souvent, on utilise les vidéos pour que le monde puisse s'exprimer. Alors, on va juste faire un petit résumé. La première, ça sera Wager. Deuxième, c'était BGC Dawson. Ça, c'est le camp de jour. On avait travaillé aussi avec l'Autisme sans limite. Pour des personnes qui ont l'autisme, on avait trouvé vraiment que c'était des bonnes façons pour eux autres de s'exprimer. Ils peuvent choisir dans quelle façon ils peuvent s'exprimer. Puis on avait eu beaucoup ça, c'est juste un petit clip de ce que les autres ils ont produit pendant l'année. Puis ensuite, le dernier, nous autres, on avait fait au Wager aussi. Eux autres, ils ont fait comme un news program. Puis tout le travail qu'ils ont fait, c'était eux autres qui ont écrit les textes, c'est eux autres qui ont choisi comment est-ce qu'ils vont se présenter ça. Ils ont tout de même choisi où ils vont présenter ça, soit dans une classe, soit dans un corridor. De point 1 jusqu'à la fin, c'était vraiment eux autres qui ont choisi comment le faire. Donc, on va faire la petite présentation vidéo. J'espère que ça fonctionne. Oui. Okay. What the? Okay, that's on. Okay, I'm gonna give a call. Hello? Hi, I'm a bit lost. I got a call a while ago. I'm on my way. I just need to find your store. Yeah, just give me 1 sec. Okay, so where are you? I'm on 67th Street in Cavendish. I see a shell, but I'm just increased as 6,700 to 6,707. Okay, head down. All right, I see a push start. You've gone too far, sir. Okay. I see a Shell gas station. You're almost there again. So I head back, correct? Yeah. I see the Kushtar. My name is Rachel, and my role, I'm a program Hi, support. Jackson. My name is Karun. I'm an animator. I've been here for about 5 years now. Started out in a youth program when I was 14. I always strive to do the best that I can to help anyone that needs help. I'm always looking forward to coming here because it's such a positive environment and I have great coworkers and I've made so many great friends and I've learned so much, not only from my coworkers, but also from the kids around me. So I'd like to say that I have a positive impact, and I'd like to also say that that positive impact has also been reciprocated. So that means that, like, not only am I feeding into that positive energy, but I'm getting that times 10 from everyone around here. Autism all around the world. Alors, moi, je suis venu vous parler un peu de l'autisme. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà venues me voir pour me dire que je ressemblais pas à un autiste vraiment parce que sous le regard des gens, ben, les traits sont complètement différents. C'est pour ça que les gens sont complètement différents aussi. Puis que de personne à personne. Donc, imaginez moi qui arrive, puis qui essaie de parler, puis qui vous fait une conversation. Bon, mais dans la conversation, vous n'allez pas nécessairement remarquer que je suis autiste parce que j'ai pas les traits remarquables comme certains. Donc, vous pouvez remarquer aussi que vu que vous ne pouvez pas discerner les traits facilement, ben donc, ça va être encore plus facile. Pourquoi? Parce que il y en a qui ne parleront pas,
Il y en a qui vont parler, mais avoir de la difficulté à fonctionner, à dire les mots comme il faut. Donc, il y a beaucoup de variété de ça. You cannot stop having anxiety. You can learn to deal with it. You can learn to control it, but you can never stop having it. Autistic people have challenges, but so does everybody. Everybody has their demons or troubles that they must face and work on each and every day. Petit garçon, ouvre ton cœur et sors. Petit garçon, ouvre ton cœur et sors. Devenir grand, c'est pas facile, je reste petit, renfermé. Je suis seul dans mes pensées, dans votre monde, je suis pas habile. Devenir grand, c'est pas facile, je reste petit, renfermé. Je suis seul dans mes pensées, dans votre monde, je suis pas habile. Pour moi, c'est difficile de faire partie des vôtres. Je vis séparément et c'est pas de ma faute. Mon cerveau est différent, oui, mon corps est petit, mais ce que je dégage est grand. Je suis pas un génie, essaie de comprendre ma vie. Un petit cœur en or qui fait un deuxième effort. Je suis peut-être épuisé, mais je garde toujours espoir. Devenir grand, c'est pas facile, je reste petit, renfermé. Je suis seul dans mes pensées, dans votre monde, je suis pas habile. Devenir grand, c'est pas facile, je reste petit, renfermé. Je suis seul dans mes pensées, dans votre monde, je suis pas habile. We have introduced What is your name? It's Luigi. Okay. How did you spend your March break? How did I spend my March break? Yeah. Well, during March break, I did some cleaning around the house. Now we are going to hear from Brian about his trip to Vegas. Okay, here's a billboard for one of the best magicians I've seen, Shin Lim. And this side here, this is the atrium of the Mirage Hotel. OK. So, alors, ça, c'est juste des petites présentations que nous autres avons faites. Comme j'ai dit, on avait beaucoup plus qu'on peut vous montrer, mais ça va prendre des heures et des heures. Un autre projet qu'on avait embarqué dessus, c'était de faire enregistrer des livres pour des jeunes enfants, particulièrement des jeunes qui sont dans le maternel, prématernel. On avait encouragé, ça, c'est des gens dans une classe où le niveau de littératie est très bas. Alors, on avait donné des livres d'enfants, pas parce qu'on veut qu'eux autres, on va les dire que, OK, tu peux pas lire un livre d'un niveau plus haut, mais eux autres, ils sont enregistrés ça pour des jeunes où les jeunes peuvent les écouter à la maison ou à l'école, des choses comme ça. Puis on a vraiment eu que si on donne une raison de lire un livre comme ça, puis d'enregistrer, c'est une façon vraiment d'encourager la littératie avec des gens que d'habituellement ne sont pas habitués de prendre un livre. Pour nous autres, c'était quelque chose très fun puis très drôle de voir, je ne sais pas si le monde est au courant de Little Critter Books, mais ça, c'est beaucoup des livres qu'on avait utilisés avec. Puis même le content de ces livres, des jeunes qui ont fait ce projet-là, ils ont trouvé ça drôle et fun pour le faire. Puis le dernier, on vient juste de faire ça en printemps en 2023. Ça, c'était une classe de leadership à James Lane. Puis eux autres, ils ont ouvert c'est comme une social enterprise, puis eux autres, ils ont ouvert une place où ils ont vendu des smoothies. Alors, on avait envoyé des personnes pour les aider à mettre en fonction toutes les choses pour l'Internet, soit pour le site web, Instagram, pour faire la publicité, de savoir comment la meilleure façon de prendre des photos, des choses comme ça. C'était tout un projet
pour que eux autres puissent s'exprimer. Puis c'est vraiment les étudiants qui, eux autres, ont décidé comment faire la représentation de cette place-là. Puis on va probablement continuer avec ça parce que c'était un grand succès dans l'école. Alors, on est en train juste d'arranger pour cette année de continuer ça. Alors, ça, c'est notre présentation. Stop share. Puis c'est ça. Comme je dis, on avait préféré de vous montrer un couple des projets que nous autres, on avait fait avec la littératie numérique. Merci. Merci beaucoup, Joy. Merci beaucoup, Eric. C'est vraiment encore une présentation très riche. Donc là, on voit des projets qui sont vraiment très, très variés. Donc, c'est très complémentaire avec les projets de la puce à l'oreille. Donc, on espère que notre auditoire va pouvoir récupérer des petites idées à implanter dans vos milieux. Et maintenant, je vais inviter mes conférenciers et conférencières à ouvrir leur caméra et on va passer au segment du panel de discussion. Donc là, ça va nous permettre de pouvoir creuser certaines questions ensemble. Donc, la première question qu'on va pouvoir réfléchir ensemble, c'est, on a parlé des intérêts des jeunes, on sait que miser sur les intérêts des jeunes, c'est une bonne piste pour promouvoir la lecture chez les adolescentes et adolescents qui pourraient être plus réticents. Et dans ce sens, est-ce qu'encourager la diversité et l'inclusion, ça peut être une pratique gagnante? Donc, je vais laisser Joy et Eric faire la première réponse. Nous autres, au cause que notre organisation, on travaille avec des personnes qui ont des niveaux de littératie très bas, nous autres, on pense que c'est vraiment important que c'est les personnes qui choisissent comment s'exprimer. Alors, n'importe de quelle façon qu'ils utilisent pour s'exprimer, c'est ça qu'on trouve important. Puis pour nous, la littératie est partout dans notre vie. C'est pas juste qu'on prend un livre puis on appelle ça la littératie. C'est même si tu passes les entrevues, c'est même si tu fais des questions d'une à l'autre, c'est même si tu partages les mimes une à l'autre. C'est très important. Puis pour nous, c'est important d'inclure toute la famille, tous les amis dans la vie où tu veux s'exprimer. Pour nous, c'est important que c'est vraiment quelque chose qui est créé par des personnes. Alors, de séparer ça de l'école, où c'est plus formal, où les personnes, ils ont des profs, ils disent, OK, il faut faire ça ou il faut utiliser cette méthode pour s'exprimer. On veut que c'était un choix des personnes eux-mêmes. Merci beaucoup. Et Nathalie? Ben moi, ça va dans le même sens, c'est-à-dire que c'est l'inclusion en lecture, en littératie, c'est d'admettre qu'il y a différentes formes de lecture et que toute forme de lecture, à partir du moment où on est en situation de chercher à comprendre, à réfléchir, à s'exprimer, à imaginer, à développer sa pensée en fonction de quelque chose qui nous, tu sais, d'un texte, que ça soit un balado, que ça soit une story, que ça soit un site d'information, que ça soit le fil d'actualité d'un réseau social, que ça soit une affiche sur la rue, parce qu'on n'est pas exclusivement dans la culture de l'écran, mais tout ça, tous ces modes-là, toutes ces modalités d'accès à des connaissances, à du divertissement, sont des occasions d'être inclusifs dans notre manière de concevoir la lecture pour tout le monde. Et en étant dans une culture de l'écrit ou du livre, ou exclusivement de l'écrit et du livre, on exclut des personnes qui s'informent, qui se divertissent, qui ont une pensée, qui ont un imaginaire. Et on l'a bien vu dans les vidéos là, qui nous ont été présentées par Reclaim. On le voit dans les balados qui sont produits par les enfants à la puce à l'oreille. C'est
ces modalités liées à la culture de l'écran permettent de donner à voir toute la pensée puis toute l'expression de sa pensée, de son imaginaire qui n'est pas reconnue si on reste dans une culture du livre et de l'écrit. Ceci dit, on n'est pas obligé de les mettre en tension. Pour moi, c'est quelque chose qui doit circuler. Il faut être capable de passer, puis on l'a bien vu dans ce que vous nous avez montré juste avant, passer d'une lecture de BD papier à une production numérique. Puis vous avez bien vu qu'on vous a beaucoup parlé de production aussi, donc s'exprimer, trouver des moyens, des modalités pour s'exprimer, puis pas rester prisonnier de ces difficultés liées à l'écrit parfois, parce que certains présentent des difficultés liées à la langue écrite. Il faut continuer à les travailler, mais il faut aussi leur donner d'autres occasions et c'est là où ça devient inclusif. Inclusif par les modalités, par les supports, mais aussi par les thématiques qu'on aborde. Je suis très touchée par les thèmes qui viennent d'être présentés aussi. Les blogs que je vous avais montrés des ados aussi qui parlent de sport, mais aussi de commotion cérébrale, d'alimentation. Les jeunes ont besoin aussi d'être en contact avec des thèmes qui sont inclusifs des problèmes qu'on peut rencontrer ou des besoins ou des sujets sensibles. Donc, je ne veux pas trop prendre de temps, mais je trouve que c'est une question importante. Il y a eu beaucoup d'argent investi aussi dans le livre accessible qu'on appelle Prune, je pense que tu as travaillé aussi là-dessus, mais c'est cette idée d'avoir sur des sites web ou sur des livres des caractères plus grands qui sont accessibles, des types de caractères qui sont plus lisibles pour certaines personnes. D'avoir une vidéo, des fois, c'est tellement plus simple d'avoir une vidéo pour comprendre ce qu'on veut faire, ce qu'on souhaite réaliser dans une activité. Et il ne faut pas oublier que l'écran aussi est une occasion d'aller aussi dans des activités en dehors de l'écran, hein. Donc, l'écran peut être le lieu qui nous propulse, qui nous amène. Donc, voilà, on prône pour une conception plus inclusive des formes de littératie et de la cohabitation de la culture de l'écran, de la culture du livre. Ben, moi, je peux que rebondir là-dessus, puis évidemment faire du pouce sur ce que vient de dire Nathalie, mais également l'équipe de Reclaim. D'ailleurs, sur le sujet de l'accessibilité, même en balado, hein, on travaille sur une forme d'accessibilité, puisque notamment, on va mettre en ligne quand on peut, c'est-à-dire quand on a les moyens de le faire, mais on essaie de le faire le plus possible, des vidéos qui reprennent l'audio du balado, mais qui y ajoutent une forme de sous-titres. C'est une manière d'avoir une accessibilité à l'audio pour des gens qui pourraient avoir des difficultés à des personnes malentendantes et autres. Et puis évidemment, moi je me rallie complètement à la vision de Nathalie et de Reclaim sur l'idée d'un continuum. C'est-à-dire que c'est effectivement pas, il n'y a pas d'opposition entre la lecture sur le support papier, la lecture sur écran, la consultation d'autres types de formes narratives ou de formes médiatiques, mais au contraire plutôt d'un continuum narratif qui va venir toucher les différents intérêts des jeunes et on espère les amener à vouloir découvrir plus, à développer leur curiosité, leur plaisir aussi de se faire raconter des histoires, de raconter eux-mêmes des histoires. Donc c'est vraiment ça l'objectif principal, en tout cas du côté de la puce et je le sais du côté des équipes de Nathalie. Et puis par ailleurs, tout a beaucoup été dit, mais il y a juste quelque chose moi qui m'a beaucoup touchée ces derniers mois et que je trouve extrêmement intéressant. Il y a un blog, je pourrais l'envoyer dans les ressources documentaires, mais un blog de 2 agents littéraires new-yorkais qui sont eux-mêmes en situation de handicap et qui militent beaucoup pour la représentation des personnes en situation de handicap dans la littérature jeunesse et plus largement dans les productions médiatiques à destination des jeunes publics et des ados. Et je trouve ça extrêmement intéressant. C'est souvent un point qu'on oublie dans les représentations de la diversité et de l'inclusion, mais qui sont extrêmement importants. Et ils font un travail fantastique sur le réalisme de la représentation. Un fauteuil, une personne qui est en fauteuil n'est pas nécessairement tout le temps en fauteuil. Une personne, en tout cas, sur la manière dont on représente ces gens-là et le fait de travailler, évidemment, aussi avec des personnes en situation de handicap pour s'assurer de la représentativité. C'est tous ces éléments-là à prendre en considération et effectivement, le fait de démultiplier les productions médiatiques, démultiplier les approches, permet aussi de démultiplier les points de vue et les représentations. Puis c'est heureux, je pense, pour la génération actuelle. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. C'était très complémentaire et vraiment très enrichissant.
Donc, on va pouvoir passer à notre deuxième question. Donc, vous en avez parlé des collaborations dans toutes vos présentations. Donc, est-ce que vous aurez des recommandations pour les éducatrices, éducateurs, bibliothécaires, organismes communautaires et parents qui souhaiteraient collaborer ensemble pour encourager la littératie chez les adolescentes et adolescents? Et cette fois, on va commencer par Prune. C'est une vaste question. Puis il y a autant de modèles de collaboration que de collaboration, j'ai envie de dire, ou que de projets, mettons, et évidemment que de moyens, que de besoins, que de réalités de terrain. En tout cas, c'est extrêmement vaste et il n'y a pas de réponse toute faite pour toutes les collaborations. Mais dans le cadre de ma thèse de doctorat qui a été réalisée sous la direction de Nathalie, moi j'ai beaucoup travaillé sur la manière dont les maisons d'édition jeunesse au Québec peuvent travailler avec des entités de production numérique ou des entités de recherche en éducation, par exemple. Et ce qui est beaucoup apparu, c'est la nécessité pour que le projet soit réussi, pour qu'on arrive à un projet abouti, c'est de travailler, d'abord de prendre le temps de travailler ensemble, mais également de travailler avec des vulgarisateurs ou vulgarisatrices, des gens qui sont capables de comprendre un petit peu le langage de l'édition, mais en même temps comprendre le langage de la production numérique, idéalement comprendre aussi le langage de la recherche en éducation, parce que ce qui est difficile, c'est d'acclimater tous ces gens-là qui ont des réalités différentes, des langages différents, des échéanciers différents aussi, et des temps de travail très différents souvent. Et donc, souvent, ce que j'ai pu observer, c'est que le facteur de réussite, c'est vraiment d'intégrer dans les équipes collaboratives des gens qui sont capables de faire ce rôle de passeur, ce que j'appelle le passeur numérique, pour faciliter la collaboration. Et c'est un peu la clé de ce que j'ai pu observer pour que, à la fois, les besoins pédagogiques puissent être traduits dans des réalités de production médiatique, mais qu'également les réalités des producteurs numériques et médiatiques puissent être prises en considération dans la production, que les éditeurs y trouvent leur compte en termes de réalité éditoriale, et puis évidemment que tout ça, mis ensemble, puisse servir aux communautés et puis aux collectivités. C'est longue réponse courte, j'ai envie de dire, de prendre le temps de travailler ensemble et de s'assurer de parler le même langage et de prendre le temps de se comprendre. Bon, alors, pour nous autres, c'est la même chose. Je m'excuse. La collaboration, c'est très important. Nous autres, comme organisation communautaire, c'est pas nous autres qui veut commencer d'avoir des nouveaux programmes chez nous. On préfère d'y aller aider les autres endroits d'avoir la capacité de faire des choses comme nous on fait avec la littératie numérique. Alors, pour moi, c'est important d'avoir des partenaires. Comme vous avez vu dans le film, on est allé au BGC Dawson pendant l'été. Ça, c'est un camp de jour. On avait travaillé avec des jeunes de 11 et 12 ans cette année. Puis, c'est plus pour les donner quelque chose de spécial dans le camp de jour. Mais aussi, pendant l'été, c'était le temps où les jeunes, c'est vrai qu'ils utilisaient la littératie moins que pendant l'année. Donc, c'est pourquoi nous avons embarqué avec ce petit projet-là pour qu'on puisse inclure le monde. Puis les familles sont très importantes aussi. Nous autres, on fait aussi on appelle ça Reading Challenges. On avait fait ça pendant l'été aussi. On fait ça à Noël. Où les enfants, il y a comme une carte de bingo où ils peuvent y aller. C'est pas une quantité, mais c'est une qualité. Soit de s'asseoir en dessous d'un arbre qui prend un livre ou prend si tu voyages, prends des photos, puis viens nous expliquer c'était quoi tes photos. Même pendant des temps de fête, de faire des petites vidéos avec la famille. Alors, ça, c'est toutes les façons que tu peux encourager. La plupart du monde, maintenant, il y a des téléphones puis qui peut enregistrer n'importe quoi. Donc, c'est pourquoi on veut encourager toute la famille, tous les partenaires, tout le monde d'encourager toutes sortes de gens de littératie numérique dans les journées chaque jour. Merci beaucoup. Et Nathalie, pour compléter? Oui, ben, j'abonde dans le même sens. Je pense que sans collaboration, ça va être vraiment difficile d'y arriver. Je vous montrais déjà, nous, comment en recherche, on a dû
travailler en interdisciplinarité, mais c'est pareil sur le terrain depuis à peu près une dizaine d'années. On fait de la co-création avec des enseignants, on inclut des élèves aussi sur nos équipes, conseils pédagogiques, des spécialistes du numérique et on travaille ensemble à penser des projets qu'on peut reproduire par la suite et que les enseignants peuvent prendre, puisqu'ils ont passé un temps de co-création, peuvent se les approprier et après les reproduire avec leurs élèves. Et donc, c'est la manière qu'on a trouvé là, avec du numérique là, pour faire des activités de lecture, d'écriture, de communication orale qui impliquent les technologies et qui travaillent donc les compétences là, en littératie multimodale et en résonance avec la culture numérique des jeunes. Les jeunes ont été vraiment importants dans ce qui pouvait contribuer. Après, j'ai beaucoup de partenariats aussi. On parlait de partenariats avec des institutions culturelles qui veulent aider ou communautaires. La Fondation pour l'alphabétisation, par exemple, prépare un bottin pour les parents pour mieux comprendre la culture numérique des adolescents. Donc, on les aide à trouver des ressources qu'ils vont pouvoir partager sur leur bottin. Sur les équipes, il y a des doctorants, par exemple, enseignants qui travaillent à la fois la théorie, mais aussi qui mettent en œuvre un festival du cinéma canadien. Donc, on a de la production, de la lecture dans des ressources qui sont bâties en collaboration toujours avec des partenaires de la culture. C'était pareil avec Radio-Canada pour la Minute Mage, pour aider la compétence informationnelle des jeunes, qu'ils soient capables en 1 minute d'écouter une nouvelle. Prune a beaucoup travaillé avec les As de l'info aussi. Donc, des médias d'actualité qui sont conçus pour les jeunes, qui peuvent consommer, ou les jeunes adultes, ou nous-mêmes. Moi, je les ai écoutés et ça m'a aidé à comprendre des enjeux complexes. Donc, toutes ces ressources-là, on est gagnant de les construire en collaboration parce que ça demande des expertises variées. Comme le disait Prune, ça demande des passeurs aussi, des gens qui ont l'habitude de la co-création, qui ont l'habitude de travailler dans des équipes. Je pense aux bibliothécaires aussi qui peuvent vraiment contribuer à constituer des collections aussi d'œuvres diversifiées en fonction des supports numériques, faire une activité avec des casques de réalité virtuelle sur qu'est-ce que c'est une œuvre de réalité virtuelle dans l'espace bibliothèque ou l'espace gymnase si l'œuvre demande une déambulation importante. Mais tout ça fait en sorte que tranquillement, on peut se constituer des collections d'œuvres dans des formats numériques différents, mais aussi de production d'élèves, parce qu'aujourd'hui, on a montré beaucoup de production. Les jeunes ont envie aussi de s'exprimer avec ces médias-là. Donc oui, pour la collaboration, c'est vraiment important. Merci beaucoup, Nathalie. Et comme Prune l'a dit, c'est aussi important d'avoir une cohérence dans notre discours quand on parle de plaisir de lire avec les ados. Donc ensuite, troisième question. Donc, quels sont les grands conseils à retenir pour favoriser des pratiques de lecture et des expériences positives? Et cette fois, je vais laisser Joy et Eric commencer. Je vous cède la parole. Bon, comme on avait déjà dit, pour nous, c'est important on va sur l'intérêt des jeunes. S'ils ne sont pas intéressés de faire n'importe quoi, ils ne vont pas le faire. Donc, le titre de cette discussion, c'était le plaisir. Alors, on veut qu'on concentre sur donner des jeunes la chance de choisir ce qu'ils sont intéressés à utiliser ou à faire. Pour nous, on utilise beaucoup des vidéos parce qu'avec les vidéos, ils ont le choix soit d'être en avant de la caméra ou en arrière de la caméra. Toutes les expériences, ça donne la même chose parce que c'est une création qu'ils sont en train de faire, puis c'est eux autres qui ont choisi soit les questions, les textes, des choses comme ça. Et ça même vous avez vu dans la petite vidéo avec le rap, c'est pas tout le monde qui avait fait le rap, mais ils ont fait des actions avec ça. Il y a des autres qui ne veulent rien savoir des vidéos, donc c'est eux autres qui avaient mis des sous-titles en dessous, c'est eux autres qui avaient écrit ça.
dont le projet s'implique toute la gang, de même un directeur qui a dit OK, go. Donc, c'est ça que nous autres, on aime faire, c'est de donner une chance à tout le monde de s'exprimer d'une façon qu'ils sont confortables avec, mais au même temps d'avoir une expérience qui va des autres côtés, qu'est-ce qu'il peut faire. Nous autres, quand on avait commencé, on n'avait pas beaucoup de gens qui veulent être en avant du caméra, mais à la fin du projet, il y a presque tout le monde qui avait décidé d'essayer au moins. Puis pour nous, ce n'est pas le produit qui est important, c'est le procès qui est important pour nous autres. Puis c'est toujours la façon que nous autres en pensons. On sait qu'on ne va pas gagner un Academy Award pour des vidéos, mais pour nous autres, c'est comme des Academy Awards parce qu'on sait que c'est des gens qui ont travaillé très fort pour faire ces productions-là. De mon côté, je ne peux qu'être dans la continuité de l'équipe de Reclaim. C'est certain que, oui, l'une des clés, selon nous, c'est vraiment de partir de l'intérêt des jeunes et des intérêts divers. Ça peut être des intérêts thématiques, comme disait Nathalie, ou des intérêts, effectivement, de type de production, comme tout le monde ici autour de la table semble s'y accorder. Et puis, pour revenir un peu sur ce que disait Nathalie tantôt, il y a vraiment cette idée aussi de désacraliser la lecture comme nécessairement une pratique qui se passe sur un objet papier, en tout cas, il y a quelque chose d'un petit peu sacralisé autour de ça, alors que pour le coup, la lecture ou la consultation de l'univers narratif dans différents types de contextes, sur différents supports, selon différents modes, peut être tout à fait intéressante pour les jeunes également, et doit permettre de développer effectivement le plaisir de raconter, de se faire raconter des histoires. Ça aurait été un peu les deux maîtres mots de mon côté, vraiment désacraliser et puis partir de l'intérêt des jeunes. Merci beaucoup, Brune. Et Nathalie, pour terminer? Ça me donne l'occasion de dire que, et vous l'avez cité en introduction, Charline, que ça fait depuis 2005 qu'on n'a pas d'enquête au Québec qui nous permet de vraiment prendre le pouls de ce qui constitue un plaisir de lecture pour les jeunes dans une vision inclusive. C'est-à-dire qu'on a eu quelques enquêtes qui dénonçait le fait que des jeunes se considéraient comme des non-lecteurs. Un grand nombre de jeunes disent d'eux-mêmes qu'ils ne lisent jamais, alors ou à l'école de manière obligatoire. Mais c'est aussi parce que c'est la manière dont les questionnaires sont orientés ou la manière dont eux-mêmes se représentent les questions qui sont liées à la culture de l'écrit, culture du livre. Donc, si on arrive à les sonder avec cette conception-là qu'on préconise aujourd'hui d'une littératie qui se vit sur différents supports, dans différentes modalités, dans différents formats, peut-être qu'on va être en mesure d'un petit peu plus comprendre où est leur plaisir et d'associer peut-être des lieux de plaisir à des lieux très riches là, sur le plan des fictions ou des documentaires ou de la documentation là, sur des sujets ou des savoirs qu'ils consultent. Je pense, je ne sais pas, à tous les logiciels de géolocalisation là, où on peut, ou Google Earth, où on peut se promener puis aller voir des lieux puis les explorer avec les yeux. On est en train d'apprendre sur la géographie d'un lieu, sur la constitution d'un pont. Il y a tellement, puis les jeunes sont beaucoup là-dessus, là, sur des logiciels de découverte, donc ils s'informent. Et la fiction se déplace sur tellement de supports aussi avec... tantôt, il y avait une question dans le chat sur est-ce que le balado est un livre. Oui, un texte, une textualisation en tout cas d'une histoire avec des modalités sonores, avec des intonations, avec des mots, mais aussi une sonorisation là, qui donne à ressentir autrement. Donc, je pense que c'est important en tout cas, qu'il y ait une volonté là, politique là, au Québec d'investir dans une enquête sur le plaisir de lire des adolescents en lien avec
leurs activités de lecture, mais dans une conception extensive telle qu'on l'entend aujourd'hui dans le panel d'aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois pour vos réponses. Et maintenant, la dernière question de ce segment-là. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler d'une activité réalisée avec les adolescentes et adolescents qui vous a particulièrement marqué et pourquoi? Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer. Prune. Je peux me lancer. Il y en a deux, en fait. Une qui a été réalisée par la puce à l'oreille avec des ados en contexte de francisation, où on les a amenés à réaliser des balados autour des mythes et légendes du Québec. Ça a été particulièrement intéressant parce qu'on a vraiment vu, donc l'idée, c'était vraiment qu'on intervenait auprès de l'enseignante pour développer des formules de balados documentaires courts où les jeunes étaient amenés à lire des mythes et légendes, écrire à ce propos-là, inventer leurs propres mythes, et ensuite de ça, s'enregistrer, puis on crée ensemble la réalisation sonore. C'était particulièrement touchant parce qu'on a vraiment senti une grande fierté des jeunes d'être capables de s'exprimer, de faire écouter ce qu'ils avaient réalisé également à leur famille, à leurs enseignants, à leurs proches, s'auto-évaluer et évaluer leur propre niveau de français, et puis par le même temps de découvrir tout un pan de littérature très riche, très fantastique pour eux. Donc ça, c'était assez rigolo et chouette. On avait également, sur le même modèle, fait des émissions de radio sur les mythes et légendes en Louisiane, pour le coup. Et là, les jeunes nous avaient fait des fausses pubs et des fausses nouvelles. Parmi les fausses pubs, sur les mythes et légendes, il y avait Vampinder, l'application de rencontre pour les vampires de plus de 2048 ans. On avait trouvé ça pas mal. C'était assez rigolo. L'autre activité, rapidement, c'est pas nous qui l'avons faite. Je suis assez jalouse de pas qu'on n'ait pas été impliqué là-dessus. C'est un projet belge qui a été mené par un collectif qui s'appelle le collectif Wow, qui ont créé un balado qui s'appelle Beau Jeune Monstre. La particularité de ce balado, qui est une fiction, c'est qu'elle a été créée en collaboration avec des jeunes ayant une infirmité motrice cérébrale, donc avec de grandes difficultés d'expression, et leurs éducateurs et éducatrices. Ça donne un balado fantastique en 6 épisodes qui est espèce de révolution et de révolte des jeunes dans cette unité hospitalière-là. Ça sort complètement des clichés, des sentiers battus. On parlait d'inclusion et de représentativité, on est exactement là-dedans. C'est absolument bouleversant et en même temps très fort. Je vous invite vraiment à l'écouter. Beau jeune monstre. Merci beaucoup. On va aller explorer ça. Est-ce que quelqu'un veut prendre la suite pour partager une activité? Oui, nous autres, comme on avait dit avant, pour nous, c'est des vidéos. Comme vous avez vu dans BGC Dawson, c'est pas juste les vidéos, mais ils ont mis une animation dedans. Il y a la petite personne qui boxe entre-temps. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui n'était même pas écrit dans le script. Mais c'est justement quand les enfants ils ont fait pour voir à la fin, ils ont décidé de mettre ça. Puis ensuite, ça donne un rôle à chacune, des rôles qui peuvent être confortables avec. Dans chacune, c'est pas c'est nous autres qui disent OK, toi, tu vas faire ça, ça, ça. C'est vraiment un projet que les autres ils décident de faire eux-mêmes. Puis même, c'est des activités qu'ils peuvent faire tout seuls. Vous avez vu la petite chose à la fin, quelqu'un qui est allé à Las Vegas, puis ils ont pris des photos de son voyage. Donc, c'est pourquoi on aime le plus utiliser ça, parce qu'on peut impliquer beaucoup des différentes choses, l'animation dedans, soit d'avoir un son ou de ne pas avoir de son, des choses comme ça. Merci beaucoup. Et Nathalie? Moi, j'en ai 2 aussi. C'est difficile de choisir. Et je vous invite aussi à aller sur Labyrinthe, là, dans la section œuvres. Vous allez voir des œuvres réalisées par les élèves et dans la section pratique, là, les projets qui sont associés. C'est une manière de aussi développer une autonomie dans la réalisation ou l'accompagnement des projets là, avec des activités assez simples mais très porteuses. Donc, une première, c'est lié au diaporama que je vous ai présenté. Donc, dans la deuxième image, vous aviez un personnage qui était assis à côté d'un fantôme dans lequel on retrouvait des mots. En fait, c'est une œuvre qui s'intitule Florence, où j'ai organisé un cercle de lecture avec des enseignants où, dans un premier temps, on leur faisait découvrir des œuvres numériques. Après, les enseignants devaient choisir la même œuvre et créer une activité avec les élèves. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'était des enseignants qui n'avaient aucune expérience de lecture d'œuvres numériques. En fait, ils ne savaient pas se les représenter non plus. Là. On pense souvent qu'une œuvre numérique, c'est
une œuvre numérisée, hein, c'est juste une œuvre papier qu'on a mis sur un écran, mais une œuvre numérique, normalement, le corps est investi. Donc, il faut comme que le geste, on trouve le bon geste pour déclencher la figure de style ou la musique ou l'événement qui va se passer. Et donc, le geste, le corps est investi dans l'œuvre. Et donc, les enseignants avaient choisi l'œuvre Florence. Et cette œuvre-là, étonnamment, pour des enseignants de français qui étaient inquiets de faire des œuvres numériques, est une œuvre sans texte. Alors, c'est vraiment à la toute fin qu'on leur a fait réaliser, mais vous avez choisi une œuvre sans texte. Puis on dit, mais c'est incroyable! Et donc, les activités qui ont été faites en classe, pour la plupart, ce sont des activités de textualisation. Donc, on a demandé aux élèves, après avoir lu Florence, découvert le livre application, essayez d'imaginer des lieux où vous pourriez intégrer du texte et quel genre de texte, un poème, une recette, un dialogue, et comment ce texte-là s'animerait si animation il pouvait y avoir. Puis on s'est rendu compte que finalement, sans avoir à avoir des logiciels très complexes. En fait, on n'a utilisé aucun logiciel. Les élèves pouvaient développer leur conception du livre numérique juste en imaginant puis en parlant. Ah oui, mais là, ils vont fermer la boîte, puis là, il y a des mots négatifs qui vont sortir parce que c'est des souvenirs négatifs. Et dans la silhouette que je vous allez avoir sur le diaporama, justement, il y a eu rupture entre les deux personnages principaux et les élèves de cette équipe-là ont décidé d'écrire des mots positifs de la relation pour que le fantôme de la relation soit un souvenir heureux. Donc, on a vraiment un travail symbolique qui est vraiment très fort, très puissant. Ça a été beaucoup plus à deux niveaux, là. On a trouvé que les enseignants s'étaient emparés de l'activité d'une manière extrêmement créative et sans soutien autour. Évidemment, à part la communauté de pratique qu'on a mis en place, on pouvait discuter, les enseignants pouvaient discuter entre eux par Internet, parce qu'on on avait même des enseignants en France. Donc, par le web, on a construit cette communauté-là. Et deuxième chose, les élèves se sont emparés de la consigne et en ont fait quelque chose d'extrêmement créatif et personnel. Il y a même une équipe qui a trouvé le moyen de faire les animations dans l'œuvre. Donc, la deuxième œuvre, je ne pourrais pas vous la montrer, on n'a pas le temps, mais c'est une web série. J'ai mis dans le chat le lien. Vous pouvez aller voir la bande, le making of. C'est extraordinaire. Des jeunes pendant 1 an en 5e secondaire, après avoir fait un projet de bande d'annonces sur des bandes dessinées en secondaire 4, en secondaire 5, qui avaient comme développé des habiletés, comme on disait tout à l'heure, c'est venu d'eux, c'était leur projet, ils ont voulu faire une web-série et on leur a donné des ressources. Et une des plus importantes ressources, c'était de les laisser partir en dehors de l'école avec leur caméra. Parce que là, il y avait une caméra, une prise de son professionnelle, puis il disait, sans ça, sans pouvoir sortir de l'école, on n'aurait pas pu prendre les plans puis faire tout ce qu'on aurait voulu. Et faire des plans extérieurs. Et bon, ils ont monté une web-série en, je pense, une dizaine d'épisodes et le making-of a été fait par Frédéric II, qui est notre réalisatrice, qui travaille avec nous à documenter les projets des élèves. C'est dans le chat, je vous invite à aller voir ça. C'est merveilleux comment les jeunes s'expriment sur comment ils ont réalisé leur projet, comment ils ont travaillé avec des documents écrits en mode révision. Ils ont tout fait eux-mêmes. On les a guidés un peu. On a donné la bonne ressource au bon moment. Et ça a donné vraiment une très belle un très, très beau projet qui a été présenté à BNQ d'ailleurs. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Un très grand merci à vous quatre. On va repartir de ce webinaire-là avec énormément d'idées de bonnes pratiques, de pistes d'action et d'activités à implanter. Donc, un très grand merci. Et il nous reste quelques minutes. On va pouvoir prendre des questions de notre auditoire. Donc, je vais demander à mes collègues Mireille et Amel s'il y a des questions. Bonjour Charline, est-ce que tu m'entends bien? Oui, Amel, on t'entend bien. Oui, on a quelques questions. Je vais te dire ça tout de suite. Ok, on a Caroline Saint-Georges qui avait une question pour Prune. Elle se demandait si le projet Away, Affiche Amplifiée, était un projet qui était simplement exclusif à la région de Montréal ou bien s'ils envisageaient une expansion pour les autres régions. Alors oui, c'est vraiment un projet qui va être disponible dans tout le Québec à travers les librairies, les salons du livre, les bibliothèques.
On pense aussi, on espère en tout cas en dehors du Québec, en francophonie. Et par ailleurs, les musées ou les lieux culturels qui sont impliqués sont vraiment assez peu à Montréal en fait. À part la Cinémathèque et la Maison Nivard Saint-Dizier, on travaille avec le musée Huron-Wendat, on travaille avec le musée des artisans, on travaille avec l'arrière-scène qui est à Belleuil, avec le musée des cultures du monde qui est à Nicolet aussi. Donc, l'idée, c'était vraiment de rassembler des partenaires d'un peu partout. On espère en faire d'autres aussi, des affiches. Et les affiches vont être disponibles partout. Merci beaucoup, Prune. Une question un peu plus générale pour tous les panélistes. Comment rejoindre les enfants qui sont déjà de base difficiles à rejoindre? Est-ce que quelqu'un a envie de commencer? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Je m'excuse. Oui, il n'y a pas de problème. Comment rejoindre les enfants qui sont déjà de base difficiles à rejoindre? Nathalie, est-ce que tu souhaitais commencer? Ben, je pense que on a beaucoup misé aujourd'hui sur les questionner sur ce qui les intéresse. Si on n'est pas capable de les rejoindre, c'est parce que on est coupé des intérêts, puis des lieux de plaisir, puis de divertissement. C'est comme si on vivait dans un monde à part de cette culture de l'écran qui est de plus en plus présente dans la vie des jeunes, qui l'est aussi dans notre vie. Des fois, on n'en prend pas conscience que on est finalement souvent en train d'être dans un rapport à la fiction et au savoir qui est médié par des écrans. Mais je pense que il faut les questionner sur leur pratique de fiction ou leur pratique d'information documentaire. Il faut vraiment entrer en dialogue, ouvrir un dialogue. Doug et Eric, est-ce que vous souhaitiez rebondir? Vous aviez ouvert votre caméra. Prune, est-ce que tu souhaitais compléter? Non, non, je trouve ça très, très clair. Ça fait... ouais. Merci beaucoup. Mireille, est-ce qu'il y avait des questions dans le clavardage? Ou d'autres questions dans le question-réponse Abel? Oui, on a d'autres questions dans le On va pouvoir prendre une dernière réponse. Une dernière question, pardon. C'est Marie-Lucie Courteau qui se demandait comment fait-on pour inviter un passeur numérique à l'école pour nous accompagner dans la création d'activités? Alors ça, j'imagine que ça Il y serait... a le ré... Ah, pardon. Ben, vas-y. Non, vas-y, Nathalie. Mais je pensais au récit qui a comme mandat, le mandat du récit, c'est le récit domaine des langues. Si vous allez, vous pouvez les contacter, le domaine des langues, domaine des arts, de l'univers social et de la culture, récit éducation culture. Ils ont des personnes qui sont mandatées par le gouvernement pour aider les passeurs numériques justement dans les écoles et de monter des projets. Et voilà, donc ça, c'est une ressource humaine, parce que là, vous parlez ressources humaines. Prune, as-tu d'autres exemples de ressources? Il y a les ADN, mais c'est dans le milieu numérique, dans le milieu plus culturel. Absolument, dans le milieu culturel, effectivement. Mais, je vous dirais que oui, il y a les ADN, mais c'est quasiment un peu, c'est pas encore quelque chose de très, comment dire, normalisé. En tout cas, ça se fait souvent un petit peu de manière organique, là, dans la composition des équipes de création. On va s'assurer d'embaucher quelqu'un qui a des connaissances un petit peu multiples. C'est pas forcément des experts en tout, parce que ça n'existe pas vraiment, mais des gens qui connaissent suffisamment bien les différents milieux qui vont être impliqués dans la création pour pouvoir parler le langage de chacun, puis faire la traduction, entre guillemets, ou en tout cas le passage d'informations. Moi, je milite très fort, puis je pense que Nathalie aussi, pour que ce soit quelque chose d'un petit peu plus installé, que ce soit quasiment systématique, que ce soit des choses qu'on puisse budgétiser aussi dans les demandes de subventions, par exemple, sur la création de projets. Labyrinthe est un exemple génial de ce que ça pourrait donner de manière plus institutionnalisée, avec des équipes tripartites, par exemple, qui associent un chercheur, une chercheuse avec une équipe de production, puis une équipe d'édition. Donc moi, vraiment, je le vois du point de vue de la création, c'est un peu vers ça, je crois qu'on devrait s'en aller, mais ça va prendre un petit peu de temps pour que ça soit plus
régulier, ou en tout cas plus installé. Puis pour nous autres, on est une organisation sans but lucratif, puis nous autres, on travaille avec des bénévoles. Tous nos services sont donnés par des bénévoles, sauf pour des projets où on embarque sur un projet spécifique. Alors, nous autres, on a eu beaucoup des expériences d'avoir même des gens au cégep ou aux universités qui prennent des cours spécifiques qu'on peut faire de training avec, puis les envoyer pour aider de monde à faire des activités comme ça. Merci beaucoup pour vos réponses. Je peux rajouter une petite chose, Oui. Charlène? Oui. En circulant dans les écoles ou dans les bibliothèques aussi, je me suis rendu compte que souvent, on a des ressources humaines présentes et même matérielles, puis on ne le sait pas. Des fois, il y a des conseils pédagogiques qui sont vraiment dédiés à l'intégration du numérique, où ils vont travailler plus comme sur les Fab Labs, mais ou des bibliothécaires là, qui sont formés là, en bibliothéconomie scolaire, qui ont vraiment des connaissances très avancées là, en littératie informationnelle. Je pense qu'il faut aussi demander peut-être à notre direction d'école d'identifier les ressources si on veut monter un projet. Le technicien en audiovisuel aussi peut être quelqu'un qui peut nous aider. Maintenant, il y a des techniciens plus orientés sur l'utilisation des appareils numériques à l'école. Donc, c'est ça. Je pense essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme ressources. Puis des fois, les ressources sont présentes, puis il faut les demander. Puis quand il n'y en a pas, tournez-vous vers des organismes extérieurs qui sont mandatés aussi pour soutenir les écoles. Merci beaucoup. Très bonne question, en tout cas, pour conclure justement cette période de questions. C'est une question très concrète. Et c'est avec cette question qu'on va terminer notre webinaire. Donc, le temps s'est écoulé. Avant de terminer, je voudrais remercier encore une fois nos expertes et notre expert. Donc, Nathalie Lasselle, Prune Liutier, John Joy Fix et Eric Craven, d'avoir organisé ce webinaire avec nous et d'avoir partagé vos savoirs, vos activités et vos idées de bonnes pratiques. Donc, pour notre auditoire, on vous rappelle qu'un dossier documentaire va vous être envoyé par courriel. Donc, vous allez avoir toutes les présentations que vous avez vues aujourd'hui, le lien de rediffusion du webinaire, mais aussi tout un tas de ressources pour aller plus loin. Et avant de clore définitivement le webinaire, je vais vous inviter à aller compléter le sondage d'appréciation qui est mis dans le clavardage. Donc, ça nous permet de nous améliorer de webinaire en webinaire et de nous assurer de répondre le mieux possible à vos besoins. Et on va laisser le webinaire ouvert encore quelques minutes pour vous laisser le temps de cliquer. Donc voilà, merci beaucoup encore à tout le monde et il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.